Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, il est 10h49. Aujourd'hui, nous allons commenter l'actualité avec Fanta Berete. Bonjour, vous êtes député Renaissance de Paris. Bonjour. Député dans le 15e arrondissement. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Valérie. Bonjour. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication et vous êtes également cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Et Régis de Castelnau, je ne sais pas si Régis est là. Bonjour Régis. Oui, parce que on ne m'avait pas communiqué les nouvelles coordonnées. Voilà. C'est entièrement de votre faute. Vous n'avez qu'à venir à Paris et toc. Et avec la tempête qui arrive, ça risque pas. Je rappelle que vous êtes en Provence. Voilà, vous êtes avocat. Exactement. On peut vous lire sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment. Encore une fois, le conflit israélo-palestinien qui s'étend, qui a des répercussions sur notre quotidien, sur nos vies, avec une montée de l'antisémitisme. On en a parlé hier. On va revenir également sur les polémiques autour de Guillaume Meurice on en a un petit peu parlé avec Bruno Solo et de sa blague pas drôle. Est-ce qu'elle tombe sous le coup de la loi? C'est une question. Et puis Caroline Fourest aussi qui est dénoncée par la France Insoumise et Mathilde Panot pour avoir tenu des propos sur ce conflit où elle expliquait qu'il y avait une différence. Enfin, bon, on va rentrer dans les détails dans un instant. On va parler de ce qui s'est passé hier, de cette femme qui menaçait, qui faisait l'apologie du terrorisme, qui visiblement souffrait de troubles psychiatriques, et puis le Rassemblement national qui pourrait voter la loi immigration. Bref, beaucoup de sujets. J'avais envie de commencer aujourd'hui sur les 80 ans d'Adamo. Je me disais que c'était une nouvelle plutôt sympathique. Je ne sais pas si on a normalement... Tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches. Voilà. On n'a plus le droit de dire ça. Laisse les mains sur les hanches. Bravo, c'est super Valérie. Moi, je trouve que Adamo, c'est un super... un type d'une gentillesse. C'est un des invités les plus charmants que j'ai reçus. Et puis ses chansons sont formidables, rappellent des souvenirs à tout le monde. Voilà, vous me permettez ce coup de cœur? Bien sûr. Tellement difficile d'avoir une info positive, douce, agréable, sympa. Vraiment, merci. Voilà, Valérie. 80 ans, bon anniversaire à Adamo, à Salvatore Adamo, qui nous accompagne depuis tant d'années. Voilà, et un coup de cœur pour cet homme si formidable et si généreux. Frédéric, on va commencer avec vous, avec un coup de cœur également. Un coup de cœur, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations positives. Coup de cœur, j'avais pas un bon anniversaire à souhaiter. Non. Et donc j'ai un coup de cœur pour vous Valérie et pour nos auditeurs et surtout pour les personnes handicapées parce que c'est une mesure qui leur est favorable. C'est pas si fréquent, donc quand on en trouve, c'est bien de les mettre en avant. En effet, depuis la rentrée scolaire, il y a des mesures plus favorables d'obtention de bourses qui ont été mises en place par le gouvernement pour les étudiants handicapés, également pour les aidants. Étudiants, donc pour les étudiants aidants, pardon. Alors la bourse, elle est octroyée par le Crous après envoi de ce qu'on appelle un DES, c'est un dossier social étudiant qui récapitule la situation familiale et financière de l'étudiant. La bourse, elle est adaptée au cas par cas. Alors en fait, les étudiants y avaient le droit depuis la rentrée dernière, mais il n'est pas trop tard pour en faire la demande si la demande n'a pas été faite. C'est pour ça que je voulais en parler. Et en fait, si des gens, des parents ou des jeunes nous écoutent. Exactement, il est toujours possible de faire une demande jusqu'au 31 décembre et les droits seront acquis dès le 1er septembre, donc ça sera rétroactif. Donc voilà, c'est pour les étudiants handicapés et pour les aidants. Les étudiants aidants également. Et petite info aussi, c'est que ces étudiants en situation de handicap et les étudiants aidants ne sont pas soumis à la limite d'âge de 28 ans pour les bourses sur des critères sociaux et c'est cumulable avec d'autres aides. Donc franchement, vous y avez le droit, n'hésitez pas. Et si vous êtes en retard, si vous ne le saviez pas, si vous n'y avez pas pensé, si vous n'avez pas eu le temps, et ben vous avez encore 2 mois pour le faire. Fanta ?
Bien sûr que c'est une bonne mesure. Moi, je suis très contente de ce coup de cœur parce que c'est vrai que ça permet aussi de mettre l'accent sur un certain nombre de choses qui sont faites et portées. Donc là, notamment par Fadila Khattabi, qui est ministre en charge. Et dans le budget de la sécurité sociale, il y a tout un tas de mesures qui concernent les personnes en situation de handicap et les aidants, puisque la définition des aidants a été inscrite dans la loi et même dans le cas de la retraite. En fait, il y a des droits qui sont ouverts pour les aidants. Nous en connaissons tous et faire passer ces informations, c'est capital, parce que tout le monde n'a pas le réflexe en fait d'aller justement à la source pour l'information. Et c'est pour ça que les prestations à la source qui doivent arriver dans 1 an et demi aussi vont être importantes pour permettre à tous ces Français qui ont droit à quelque chose puissent du coup avoir l'aide dont ils ont besoin. Et le fait de spécifier qu'elles sont cumulables, les aides sont cumulables, c'est aussi important parce que la période est malheureusement difficile pour un certain nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du Crous et un certain nombre d'assistantes sociales aussi ont été recrutées pour permettre justement la prise en charge des dossiers complexes. Sauf que Stéphane, notre auditeur, nous dit mais l'accès aux facs n'est encore pas d'actualité pour un certain nombre d'entre elles. C'est-à-dire l'accès handicapé, et ça nous permet de pousser un petit coup de gueule sur Paris, qui est impraticable pour les personnes handicapées. Je le dis, sur les places de stationnement qui se trouvent au milieu je pense à la rue de Vaugirard, ou pour l'accès à certains endroits, l'accès handicapé. Alors c'est notre ami Lamia El Haraj qui s'en occupe, mais il y a un boulot considérable à faire pour l'accessibilité. C'est un sujet dont il faut parler. Si je peux me permettre là-dessus, effectivement, vous avez tout à fait raison, mais du coup, je tiens à signaler justement aussi cette semaine le lancement du plan à 300 millions d'euros sur la question de l'accessibilité des restaurants, des lieux publics et des PME, à travers la France, avec la possibilité d'une prise en charge des travaux, parce que ce que nous disent notamment dans le 15e, vous parlez de la rue de Vaugirard, certains petits commerçants, c'est qu'ils ont des difficultés à payer les travaux. Donc on essaye d'aller au-delà de ça en mettant ce fonds qui a été lancé par Olivia Grégoire et Fadila Khattabi cette semaine, et j'espère que tout le monde va s'en saisir afin de rendre Paris et toutes les autres villes plus accessibles. Mais c'est vrai que dans certaines villes, il y a quand même des efforts qui ont été faits depuis des années, et Paris reste impraticable, et je ne parle pas du métro et les transports publics. Les transports publics qui dépendent aussi de la région, et c'est un coup de cœur. Vous avez raison de le signaler, parce que je ne sais pas comment on va faire au moment des Jeux Olympiques d'ailleurs. Justement, moi je voulais dire, la France a un retard qui est tellement important. On va accueillir les Jeux Paralympiques l'année prochaine, tout début septembre 2024. Et la France est un des pays d'Europe les plus en retard en matière de prise en compte du handicap. Pour souvent critiquer Emmanuel Macron, je dois reconnaître que sur la politique du handicap, depuis qu'il est président de la République, il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur la reconnaissance du rôle des aidants sur les personnes handicapées, qui ont été vraiment reconnues et à qui des budgets ont été attribués. Alors on est loin du compte par rapport au retard considérable qu'on a en France. Par exemple en Belgique, en Suisse, les handicapés sont nettement mieux pris en compte par la société, mais le retard est considérable. Mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en la matière. Il faut le saluer, c'est jamais suffisant, mais et j'aimerais juste citer quelqu'un qui a joué un rôle très important et dont je regrette qu'elle n'ait pas été renouvelée au gouvernement, c'est Sophie Cluzel, qui a eu un rôle vraiment très très utile, et malheureusement elle a disparu du gouvernement, c'est fort dommage. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant après le journal pour parler de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous en ce 1er novembre, en direct sur Sud Radio, avec Fanta Berete, député Renaissance de Paris, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication, et vous êtes également cofondateur de l'agence Cogiteur. Et votre dernier livre, La com est un métier, est paru aux éditions Bréal Studirama. Et Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre, Une justice politique, paru chez l'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. J'ai oublié d'ajouter, quand on parlait du handicap juste avant, Aéroport de Paris, je sais que c'est ma marotte à chaque fois, mais c'est pas une marotte, c'est un constat que je fais à chaque fois que je voyage, de ces escalators en panne, de ces ascenseurs qui ne fonctionnent pas, et on pourrait commencer par ça. Vous avez un mot à dire là-dessus ou pas, Régis? Les mêmes que vous. D'accord. c'est effectivement.
surtout que j'ai eu, alors c'est juste une petite observation qui me renvoie à un de mes métiers. J'ai fait beaucoup de droit de l'urbanisme, mais on avait imposé, parce que ça faisait joli, si vous voulez, c'est l'effet d'annonce, des réglementations où effectivement on imposait des normes handicap absolument à tous les appartements dans les immeubles neufs, alors qu'il fallait les réserver. Ça faisait des surcoûts considérables, alors qu'il fallait les réserver au rez-de-chaussée et éventuellement au premier étage. C'était un travail statistique qu'il fallait faire, et on se heurtait à une bureaucratie qui ne voulait rien entendre. Je me donne bonne conscience, j'ai pris des normes, elles sont inapplicables, mais c'est pas grave. Bon, alors c'est toujours une question de moyens. Bon, cela étant, je pense qu'effectivement on a un vrai problème d'accessibilité un peu partout et de retard, oui. Valérie, Michel a entièrement raison là-dessus. Désolé Régis, mais quand on est une personne handicapée, on n'est pas cantonné à devoir habiter au rez-de-chaussée ou au premier étage. On a aussi le droit à un toit terrasse, on a le droit à tout. Donc oui, c'est plus cher, mais est-ce qu'on est dans une société où oui, sauf que les moyens pour que tout le monde ait sa place, ou est-ce qu'on limite les catégories de personnes à certaines choses? Je parlais de HLM, je parlais de logement social, et je parlais effectivement, on peut tout à fait même mettre des palais partout. Moi, je suis bien d'accord. Le problème, c'est que je vous signale qu'en ce moment, c'est pas seulement à cause de ça, le marché des logements neufs s'effondre, tout simplement, ce qui est une catastrophe économique. Bien sûr. Bon, voilà. On continue notre tour de table. Fantastique, un coup de cœur. Vous aussi, vous avez cherché. Oui, c'était difficile. C'est vrai que j'avais choisi un coup de cœur donc qui concernait les étoiles de David à Paris. Un coup de gueule initialement. On va en parler, et du coup, vous en avez déjà parlé. Donc en fait, du coup, on va en reparler. Je vais avancer sur un coup de cœur qui concerne nos plus jeunes. Donc, vous le savez, nous passons le budget par 49.3, et dans ce budget-là, il y a quand même des mesures, et beaucoup de mesures concernant la prévention. Et ce matin, je souhaitais vous parler du papillomavirus, qui concerne de nombreux Français chaque année. Et c'est quoi? Donc c'est un virus exactement qui est contagieux via la main, via la bouche, etc. Et qui est à l'origine, nous le savons depuis des années, de 99% des cancers du col de l'utérus, et également sur les cancers de l'anus. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce budget? C'est que on met de l'argent sur un grand plan de vaccination pour les collégiens, de façon à vacciner l'ensemble d'une classe d'âge. Chaque année, donc, nous avons 6400 cancers qui sont dus à ce HPV, et donc là, l'idée, c'est de véritablement tenter d'éradiquer. Et donc, depuis cette rentrée scolaire, les enfants sont vaccinés. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a une multitude de cancers, et quand nous avons des solutions via la vaccination pour protéger nos plus jeunes, je trouve que c'est important. Et je voudrais juste revenir, il y a eu hier, on voit en titre, un collégien meurt après avoir été vacciné. Il n'est pas mort du vaccin. Il a fait un malaise vagal, ce qui est l'une des conséquences, souvent après une vaccination. Quelle que soit la vaccination, on demande un temps de repos. Il est tombé sur la tête, sur le crâne, et il en est mort. Mais ce n'est pas le vaccin à proprement parler qui l'a tué. Donc tous ceux qui réclament la suspension de cette vaccination ne sont pas fondés, apparemment. Non, ce n'est pas fondé. Et d'ailleurs, moi, ma crainte, c'était que, vu tout ce qui s'est passé pendant 2-3 ans sur la vaccination, c'est qu'il y ait un rejet de la part des Français de toute idée de vaccination. Et là, sur cette campagne que vous soulignez, que vous saluez, je crois qu'il y a une très forte demande de vaccination, de sorte que les médecins, les pharmaciens ont été débordés de demandes, il n'y en avait même pas assez. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, moi, ma crainte, c'est qu'il y ait un climat qui se soit instauré anti-vaccination, qui serait à mon avis dramatique en termes de santé publique, parce que la vaccination, enfin quand même la France est l'inventeur avec Pasteur de la vaccination, enfin ce serait un recul extrêmement grave pour la santé publique, tout simplement. On est très loin d'autres pays, et là il y aurait que 30% de candidats, ce qui n'est pas beaucoup non plus. C'est mieux, mais c'est pas encore totalement satisfaisant.
pas entièrement satisfaisant, mais l'idée c'est d'avancer d'année en année. Donc je pense qu'en fait aussi les gens ont besoin d'être rassurés. C'est vrai que toutes les questions autour de la Covid ont suscité aussi pendant des mois et des mois des réactions, mais le vaccin est la meilleure des protections. Moi j'aime rappeler à ceux qui sont anti-vaccins que je viens d'un pays où, notamment quand on a fait les 13 vaccins pour les enfants, où les femmes seraient prêtes en fait, vous parliez d'Afrique tout à l'heure, donc finalement à quasiment mourir pour que leurs enfants soient vaccinés. Donc c'est important. Nous sommes dans un pays où on a cette couverture, donc je pense qu'il faut en profiter. Et donc tous les renseignements sont encore disponibles en ligne et il ne faut pas hésiter à faire vacciner nos plus jeunes, c'est important. Absolument. On rappelle qu'on a éradiqué la rougeole, la tuberculose, un certain nombre de maladies. La variole. La variole, absolument. Donc moi, les réflexions anti-vax, stop les vaccins, ça me rend dingue, quoi. Vous avez tous été vaccinés et surtout que souvent les auteurs de ces campagnes se sont vaccinés eux-mêmes. Bien sûr. Le nombre de fois, je dois le dire, sur les plateaux de télé, de radio, où vous avez des personnes qui vont dégommer, qui ont pendant des mois dit ah non, moi je me suis fait vacciner, mais alors surtout ne le faites pas, Ça, je trouve ça mais inadmissible, irresponsable. Et pas correct, Ouais, bon. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Avec Valérie, on a milité pendant toute l'année, je ne me rappelle plus laquelle des années d'ailleurs, sur le vaccin. Moi, je suis triple vacciné. J'ai été d'ailleurs assez fasciné par cette histoire de vaccin ARN, mais dans disqualification, malheureusement, qui a augmenté de la vaccination, la responsabilité des pouvoirs publics est très lourdement engagé. Moi, j'ai entendu la Delfrécy, après son bouquin, qui est venu dire, voilà les erreurs qu'on a commises, mais comment on les a commises. Quand on revoit les vidéos de Véran, lorsqu'on entend les insultes d'Éric Nolot sur ceux qui étaient méfiants par rapport au vaccin, je pense que ça a fait beaucoup de mal. Ça a fait beaucoup de mal. On vous avait dit, ça empêche la transmission. Le ministre vient le dire. Manque de chance, ça ne l'a pas empêché, etc. Donc, il y a eu, je veux dire, un déficit du travail pédagogique et de la façon de l'aborder qui a nourri l'antivaxisme, pour le qualifier comme ça, et ça, faut pas l'oublier. C'est malheureusement, et je dis malheureusement parce que ça retentit sur l'ensemble des vaccins. Alors Régis, vous aviez un coup de gueule. Oui, alors pour détendre l'atmosphère, parce que quand même c'est très lourd en ce moment, surtout que nous on importe le conflit du Moyen-Orient. Je voulais dire du mal d'Anne Hidalgo, donc voilà, ça va nous détendre un peu. Elle prépare les Jeux Olympiques et ça tourne par certains aspects à la farce. Je rappelle que l'épreuve de surf, alors qu'on a des endroits en France, je pense au Pays Basque, je pense à la Torche en Bretagne, où on peut faire du surf. Non, on a dit que pour les Jeux de Paris, il fallait le faire à Tahiti. Eh bien, elle est partie faire une tournée d'inspection à Tahiti et elle y reste en vacances. Donc le bilan carbone, bravo. Je trouve ça quand même un petit peu fort de café. Et ce d'autant que tous les jours, on apprend qu'on va supprimer les bouquinistes, que on demande aux étudiants de laisser leur chambre. Tiens, vous aurez au Crous, vous aurez 100 € et 2 places. Je veux dire, tous les jours, il y a des avanies de ce type. Et j'ajoute, y compris que la fameuse cérémonie d'ouverture sur la Seine terrorise les services de sécurité. Alain Boer va de plateau en plateau pour dire mais on peut pas maîtriser tout ça. Je trouve que cette préparation tourne au ridicule. Et malheureusement, alors en revanche, il y aura les Jeux paralympiques, ça c'est quelque chose d'important, mais je me demande si ce genre de foire, et là je parle des Jeux olympiques normaux, est bien nécessaire désormais. Oui, mais alors elle a expliqué qu'elle était en vacances et qu'elle en profitait pour aller voir les installations, mais elle aurait pu aller à Châteauroux aussi, puisqu'il y a des installations pour le tir à l'arc. Je me suis fait la réflexion en me disant, bon, c'est sûr que Tahiti... Et les installations ne sont toujours pas construites. Donc la vraie question, et je pense que l'opposition à Paris posera la question, de savoir qui a payé les billets d'avion pour aller... En plus, elle a 5 adjoints avec elle. Je crois qu'il y a 3 adjoints et 2, je sais pas quoi. Enfin bref, ils sont 6 pour ça.
Hein. Donc ils partent en vacances ensemble. Voilà. Mais je voudrais juste rappeler que les Jeux Olympiques, c'est la France qui les organise en 2024 et que la Polynésie, c'est la France. Oui, c'est la France. Donc absolument. il faut pas juste les Outre-mer, c'est pas quand ça nous arrange et pas quand ça nous arrange. Maintenant, c'est vrai qu'Anne Hidalgo, je savais que de profession, elle était inspectrice du travail. Maintenant, elle se transforme en inspectrice générale des Jeux Olympiques. Peut-être que si elle restait à Paris pour s'en occuper, ça serait déjà bien pour Paris. Mais c'est surtout que la maire de Paris qui s'absente 3 semaines au mois de novembre. On peut se poser des questions. Alors qu'il se passe quand même quelques petits trucs à Paris. Hein. Objection, Valérie. Oui. C'est la ville de Paris. C'est pas l'État. Les candidats sont des villes. Oui, c'est mais donc, c'est financé, supporté par la France quand même. Alors que non, dans ce cas-là, on a qu'à organiser, on l'a fait d'ailleurs, des championnats du monde de surf là-bas. Ce sont des épreuves un peu particulières. Hein. C'est magnifique. Moi, j'ai été à Tahiti. C'est un des plus beaux endroits du monde. Hein. Mais là, c'est pas très sérieux. Et puis les bilans carbone et toutes ces choses-là. Hein, on nous dit, il faut plus prendre l'avion. La voiture. Vous polluez, salaud. Ben oui, donc non, mais sur la question des vols. Oui. Non, mais c'est ça, c'est je suis désolé, je trouve qu'organiser une épreuve spécifique à Tahiti, alors que les Jeux sont à Paris, c'est une forme de gigantisme un peu ridicule. Régis, il y a deux choses. Je suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Alors attendez, Frédéric. Régis, je mettais une petite réserve sur le fait de critiquer le fait que ça se passe en Polynésie, ce qui est un sujet. Ah non. Et ça permettait juste de rappeler quand même que c'est la France. Maintenant, mais il a raison, c'est la ville de Paris. Normalement, c'est Paris. Oui, mais il y a des épreuves à Marseille. Sur l'ensemble du territoire. La voile, c'est à Marseille. Et on peut pas limiter l'ensemble du territoire juste à la France hexagonale. Sauf si le supporter de Marseille vient détruire les installations. Parce qu'il y aura marqué Paris 2024 et non pas Marseille 2024. C'est pas impossible. C'est un autre sujet. Maintenant, il y a l'image désastreuse, d'une maire qui joue les inspectrices générales des Jeux et qui fait un amalgame entre ses vacances et ses loisirs et un prétexte supposé professionnel. Donc la question que vous avez posée, c'est qui paye le billet d'avion? Oui, ça sera intéressant. Est-ce qu'elle emmène toujours ses adjoints en vacances? Le bilan carbone. Il faut pas prendre l'avion pour les autres, mais pour soi, on a toujours une bonne raison de le faire. Donc là, en termes d'image et de communication, c'est plutôt catastrophique. Là, je suis d'accord. Son entourage évoque une polémique affligeante et elle répondra le 6 novembre lors de son retour. Voilà. Elle sera bronzée. Elle avait normalement un voyage en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie du 16 au 21 octobre, ce qui était cohérent. Mais du 21 jusqu'au 6, bon. Et la maire de Paris a le droit à des vacances, peut-être. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer à parler de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors, on n'avait pas fini notre tour de table. Michel Taube, vous, c'est un coup de gueule. Oui, en fait, pour le conflit israélo-palestinien, les crimes contre l'humanité commis le 7 octobre, la guerre qui en a suivi entre Israël et le Hamas, tout cela s'est invité dans le débat français et on assiste en France à une résurgence notamment de l'antisémitisme avec des faits dont malheureusement l'actualité tous les jours en est quotidien. Et en fait, on peut s'interroger sur y a-t-il un lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme, entre la dénonciation de l'État d'Israël et l'antisémitisme dans notre pays. Et pour chercher des preuves très concrètes, alors il y a comme un Cyril Hanouna qui a dit sur son plateau que parce qu'il est juif, il aurait été victime d'une campagne de dénonciation calomnieuse sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il avait dénoncé les propos du Hamas, la politique du Hamas, et ce qui est arrivé à Israël le 7 octobre. Bon, moi, je crains malheureusement qu'il ait raison, et que effectivement, alors même que son émission valorise quand même les communautés, et il n'hésite pas sur son plateau à donner la parole à des femmes voilées, etc. Il y a quelque chose, mais il y a pire que j'ai trouvé, et c'est vraiment incroyable. Il y a deux marques de produits halal qui sont faites donc pour la communauté musulmane de France, qui s'appellent les marques Isla Délice et Regala, qui sont donc des marques qui vendent des produits halal et qui sont victimes sur les réseaux sociaux, comme l'a été Cyril Hanouna à sa manière, d'une campagne dégueulasse de dénonciation par des groupes islamistes, en fait. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que les patrons de ces deux sociétés de marque halal sont de confession juive.
Et ça, c'est vraiment profondément dégueulasse. Et je veux ici le dénoncer. Ça n'est pas normal, c'est inadmissible, il faut le condamner. Il y a effectivement aujourd'hui, non pas un délit de sale gueule, mais un délit d'identité confessionnelle juive pour des personnes qui peuvent même être en sympathie avec le peuple palestinien. Cyril Hanouna a dit à de multiples reprises sur son plateau de télévision qu'il était pour une solution à 2 États, pour le droit des Palestiniens. Il a dit qu'il rêvait d'une manifestation. De la même manière de la mort d'un enfant palestinien. Exactement, qu'il rêvait d'une manifestation. Et moi, j'en rêve aussi de Palestiniens, d'Israéliens qui sont pour la paix, etc. Mais parce que certaines personnes ont une confession juive, on va sur les réseaux sociaux les dénoncer. Alors on va jamais dire que c'est parce qu'ils sont juifs, évidemment. On va dire qu'il y a des manières de faire qui sont, c'est ce qu'on appelle la taquia, c'est-à-dire le double discours qui permet de ne pas directement tomber sur le coup de la loi. Mais franchement, d'avoir des marques halal qui sont respectées, qui sont utilisées, qui sont connues de nos concitoyens de confession musulmane qui mangent halal, être victime d'une campagne de dénonciation calomnieuse parce que leur patron serait de confession juive, franchement, c'est quand même une preuve parmi d'autres, disent qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France aujourd'hui qu'il faut condamner et qui est inadmissible. Réaction ? Moi, je retiens de Michel le mot dégueulasse. C'est toujours dégueulasse quand on s'attaque aux gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Donc c'est dégueulasse. Je pense que ce mot résume très bien les choses. Mais un auditeur me dit, mais de là à dire que boycotter son émission est antisémite, on pousse le bouchon un peu loin. C'est toute la nuance, la subtilité, entre guillemets, qui n'est pas toujours facile à faire. C'est-à-dire qu'il a clairement condamné l'attaque du Hamas contre Gaza. Et fondamentalement, effectivement, c'est ce qui est clivant pour beaucoup de gens. Au-delà, on peut ne pas être juif et condamner l'attaque du Hamas et se faire, pour le coup, oui, mais pourquoi il y a des marques ? Je suis d'accord. Je pourrais être d'accord avec vous, mais je pense que malheureusement, je pense aussi, concernant Cyril Hanouna et notamment ces marques et également ces marques dont je parle, qu'il y a malheureusement, je le répète, non pas un délit de sale gueule, mais un délit d'identité juive qui est terrible et qui est inadmissible et que de plus en plus de nos concitoyens de confession juive vivent et ressentent au quotidien dans notre pays. Non, une auditrice me dit tout est antisémite si on ne prouve pas l'amour d'Israël. Ils sont trop binaires, ces idiots. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus nuancés. Il y a des Israéliens, et on l'a évoqué ici, des personnes de confession juive qui critiquent Netanyahou, qui critiquent la colonisation, qui sont. Mais on peut condamner. Moi, je vous renvoie, Lisa, votre argument de dire pourquoi est-ce que certaines personnes en France, peut-être ailleurs dans le monde, n'arrive pas à dire que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste. C'est la seule question qui vaille, me semble-t-il. Et après dire, si on condamne cette attaque, ça veut dire qu'on est anti-Gaza, anti-palestinien, c'est faux. Moi, je suis complètement d'accord. Alors attendez, Fanta va répondre, puis je vous donne la parole, Régis, après. Excusez-moi, Régis. Je pense qu'il faut condamner fermement, en fait, tout jour après jour, tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux nous rappelle, en tout cas moi, tout ce que j'ai pu lire dans les livres d'histoire plus jeunes, en fait. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, les Français ont peur et la communauté juive a peur à travers le monde. Donc, certaines personnes se cachent ce qu'elles sont, et ça, c'est inadmissible. Donc, en fait, effectivement, il va falloir apprendre à nuancer, peut-être un exercice collectif que nous devons mener tous ensemble, mais c'est inadmissible, et à chaque fois que ça se présente, il faut que les voix s'élèvent et disent non, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, moi, je vous remercie parce que du coup, j'avais pas vu passer cette information, et je pense que c'est important d'en parler parce que ça a valeur aussi. Je vous parle souvent d'éducation. Il faut que nos plus jeunes, parce que moi je pense à eux, je veux pas qu'ils se disent que ce que nous sommes en train de vivre est normal. Je veux pas qu'ils se disent que c'est comme ça qu'on fait de la politique ou qu'on règle des conflits. Et donc il faut le dire haut et fort. Régis de Castelnau. Je pense que
il y a plusieurs problèmes, mais tout ça est la conséquence de l'importation chez nous du conflit du Moyen-Orient pour des raisons évidentes. Première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane d'Europe. Bon, effectivement, on a laissé avec une immigration incontrôlée, on a laissé se créer ce genre de problème. Je pense que l'exemple donné par Michel est absolument imparable. Il est immonde. Je veux dire, c'est vraiment la consonance en plus des noms des dirigeants, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, antisémitisme. Mais il faut faire attention à ne pas tout qualifier dans cette bataille, comme vous le dites, Valérie, le mot terrorisme ou pas de mot terrorisme. Il faut pas tout qualifier d'antisémitisme. J'ai écouté ce qu'a dit Hanouna. J'ai jamais regardé son émission et la façon dont il le formule, c'est de dire on a boycotté mon émission et c'est antisémite. C'est pas recevable. On peut discuter, etc. Mais bon, il y a, si vous voulez, ça devient caricatural. Le Front populaire, que j'appartiens, fait un numéro spécial sur De Gaulle. Et il y a un article et on voit une photo de Sarkozy. Une photo de noir et blanc avec des ombres, et ça a été sur les réseaux immédiatement qualifié d'antisémite. Mais c'était plus que grotesque. Donc attention à ça. L'antisémitisme, c'est une réalité. En fait, moi je voudrais préciser. Je voudrais préciser. Je pense que il y a des personnalités qui dénoncent le fait qu'on n'ait pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Et lorsque elles sont de confession juive, elles se font broyer sur les réseaux sociaux de façon terrible. C'est ce qui arrive à Cyril Hanouna. Et en fait, ce que je voudrais dire, moi je voudrais insister sur un point aussi qui est très important, parce que le ministre de l'Intérieur dénombre tous les faits d'antisémitisme qui ont été constatés depuis le 7 octobre, mais je pense qu'il oublie une source de faits antisémites. C'est que sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sur les Snapchat, sur les Instagram, etc. Vous avez pas des centaines, vous avez des milliers. Vous avez vraiment, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, les Google Actualités, etc., ne le relaient pas, ne le recensent pas. Mais vous avez sur les réseaux sociaux ce que les Américains appellent le grassroots, c'est-à-dire vraiment à la base, entre guillemets. La base, c'est-à-dire, c'est les jeunes qui passent leur journée sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est véritablement, mon rédacteur en chef, Radon Koura, qui suit ça de très près pour Opinion Internationale, c'est une déferlante. C'est pas des centaines de propos antisémites, c'est des dizaines de milliers de propos antisémites qui sont en train d'être élaborés auprès des jeunes de confession musulmane et qui les prennent en otage. C'est une honte et il faudrait vraiment dénoncer ça de façon extrêmement forte. On a un ministre chargé du numérique, mais qui monte un peu plus au créneau là-dessus, parce que c'est extrêmement grave. Au créneau là-dessus, il est monté au créneau. On parle de Jean-Noël Barrot. Stop. Vous allez répondre après. Il faut qu'on marque une pause. Il y a une heure précise pour la pub et il ne faut pas la dépasser. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Fanta et Régis, vous vouliez réagir à notre débat. Moi, je voulais terminer, Valérie. Allez-y, Régis. Je voulais terminer à partir de l'interruption de Michel. L'antisémitisme, oui, c'est une réalité. Mais il faut pas oublier une chose. C'est que il y a eu un antisémitisme éliminateur européen qui a été à l'origine de la Shoah. Et aujourd'hui, c'est un antisémitisme que je considère comme différent d'une autre origine qui est l'antisémitisme musulman. Ils sont à combattre résolument tous les deux, mais l'antisémitisme européen éliminateur est devenu résiduel, en dehors du patron de Rivarol. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que sur les réseaux, on trouve aussi un discours violemment anti-arabe. Moi, j'ai suivi ce que Éric Zemmour a été faire en Israël, ce qu'il raconte sur tous les plateaux, puis comment c'est relayé dans les réseaux, c'est pénible, le racisme anti-arabe. Alors, petite anecdote de ce matin que j'ai lue, qui finalement en dit long, avec les étoiles juives qui ont été peintes sur les murs, avec des pochoirs, etc. Quelqu'un écrit, et il se fait acclamer, oui, mais ça, de toute façon, c'est l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite, parce que c'est du pochoir, c'est bien fait, et c'est pas
possible que ce soit les Arabes, parce que justement, c'est pas du travail d'arabe. Voilà ce que je vois sur les réseaux. Donc, c'est monstrueux. Non, mais c'est au bout d'un moment, ça va, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, ça va de part et d'autre, hein, et l'anecdote sur les marques racontée par Michel est parfaitement fondée, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut, et on en parlera peut-être à l'occasion de Monsieur Meurice, on va en parler. Hein, il faut être prudent et faire extraordinairement attention à ce qui est en train de se passer. Oui. Ce matin, Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité politique de Sud Radio, a estimé que l'antisémitisme principal en France vient de l'islamisme, et il déplore que ne soit pas donné crédit à Marine Le Pen en matière de lutte contre ces idées-là. En tout cas, c'est la position du Rassemblement national. Vous voulez réagir? Moi, je voudrais réagir. Je voudrais revenir sur la sémantique et le mot antisémitisme. Ouais. Bah oui. En fait, les jeux de sémantique, ils permettent de jouer l'amalgame. Quand on critique les islamistes, on ne critique pas les musulmans. Quand on critique le gouvernement d'Israël, on ne critique pas les juifs. Donc, on n'est pas antisémite. Sinon, ça veut dire que tous les Israéliens de confession juive qui sont opposés à leur gouvernement seraient antisémites. C'est complètement absurde. Donc, en fait, quand on ne veut pas faire la nuance, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de la faire. Oui, mais l'antisémitisme, l'attaque du Hamas, c'était tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est la même équation que la Shoah. Valérie, ça c'est très important, parce qu'en fait, le refus de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste, enfin, le refus de dire qui est le Hamas, cache aussi une forme d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que le Hamas, ça n'est pas que une organisation terroriste, c'est-à-dire qui utilise l'assassinat d'innocents pour ses fins politiques, qui est déjà horrible et gravissime, et qui lui vaut d'être inscrit sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne, par les États-Unis. Donc c'est d'abord une organisation terroriste, mais c'est aussi une organisation antisémite. Et je dis pas antisioniste, je dis bien antisémite. Pourquoi ? Parce que non seulement ils ont fait de la destruction de l'État d'Israël une priorité de leur politique, mais également de la haine des Juifs. Il faut quand même bien voir que depuis le 7 octobre, vous avez des dirigeants du Hamas qui ont fait des messages antisémites qui appellent à la haine des Juifs et qui ne se sont pas contentés de dénoncer Israël. Ils dénoncent Israël, ils veulent la destruction d'Israël, mais ils prônent aussi la haine des Juifs. Et donc, si vous voulez, il y a comme ça, le Hamas a pris la tête d'un islamisme mondial, d'un djihad islamiste international qui a des ramifications dans le monde entier et dont la haine des Juifs constitue un des piliers principaux. Et j'y ajoute enfin, à la haine des Juifs, la haine de l'Occident. Parce qu'il y a aussi dans la stratégie du Hamas un rejet extrêmement puissant des valeurs occidentales, des valeurs de liberté, des valeurs de modernité, qui évidemment également dans leur cible principale. Donc refuser, lorsque Jean-Luc Mélenchon refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste, antisioniste et antisémite, il a une très très lourde responsabilité dans une sorte de diffusion d'un message pro-Hamas qui est absolument dramatique dans notre pays comme au niveau mondial. Ouais. Enfin, Michel, anti-occidental, c'est les valeurs, c'est les valeurs de Monsieur Bush dans la guerre en Irak ? Non. 2 millions de morts, 32 millions de déplacés. On va donner des leçons ? On n'est pas idéalement placé, hein ? Non. Cette façon de rejeter. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Effectivement, il faut pas oublier ça. Hein, c'est not in my name, hein, la guerre que Chirac avait refusé, à laquelle il avait refusé de participer. Not in my name. Ce que disent les jeunes juifs qui sont dans la gare centrale de New York. Hein, donc effectivement, il y a des contradictions. Et alors pourquoi Al-Qaïda... Non, je suis obligé de répondre à Régis. Pourquoi Al-Qaïda a appelé à assassiner des Français et des Suédois il y a un mois ? Il y a un mois, à mon avis, c'est la raison principale pour laquelle il y a eu l'assassinat d'Arras et l'attentat à Bruxelles contre l'équipe de Suède. Pourquoi ? Est-ce que la Suède et la France ont participé à la guerre de Bush ? Al-Qaïda armé par Israël dans la guerre en Syrie. Au bout d'un moment, la vision binaire, il faut faire attention. C'est l'importation du conflit. Je suis désolé, je marche pas. Rapidement, je voudrais revenir, Valérie, sur Jean-Philippe Tanguy et le Rassemblement national. Je voudrais
quand même préciser que moi, ça m'étonne, les propos du Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est quand même, pour moi, ça reste le Front national. Et n'oublions jamais ce qui a été dit concernant l'épisode de la guerre par rapport aux Juifs et ce qui avait été dit par le père. Oui, il a 95 ans, Jean-Marie Le Pen. Il a peut-être 95 ans, mais ça a été dit. Et aujourd'hui, moi, je le vois, je suis à l'Assemblée. Et donc, vous dites que ce sont les mêmes. Je dis que ce sont les mêmes. Oui, une partie des députés Rassemblement national sont les mêmes. Et moi, je n'en démords pas et je voudrais pas que les Français se trompent. Et concernant simplement... Est-ce que c'est le sondage de Frédéric Dabi d'hier qui rend le gouvernement et la majorité plus nerveux, puisqu'on a vu qu'il y avait entre 32 et 34% des Français qui, dimanche prochain, seraient prêts à voter pour Marine Le Pen, laissant loin derrière les autres. Cet argument, on l'a évoqué ici, de diaboliser le Rassemblement national, ça ne marche plus. Non, je dis pas. Moi, je vous donne des faits. Moi, je les vois à l'œuvre, donc à l'Assemblée. C'est-à-dire que on ne vote pas. Donc, on reviendra certainement sur ce qui a été dit ce matin concernant la loi immigration. Moi, je dis simplement que les députés du Rassemblement national, c'est pas attention, vous allez voter avec eux. C'est parce qu'ils s'habillent bien, qu'ils ont des propos lissés. Dès qu'ils en ont l'opportunité, ils reviennent sur tout ce qui a été dit pendant des décennies. Il ne faut pas l'oublier. J'ai jamais entendu qui que ce soit parler de détails de l'histoire ou du Dufour crématoire depuis Jean-Marie Le Pen. Alors, pas sur ces deux points, mais sur, par exemple, qu'il retourne en Afrique ou un certain nombre de propos concernant la condition des femmes, un certain nombre de propos concernant les migrants, c'est pas l'antisémitisme. C'est pas de l'antisémitisme, mais c'est le fond de leur commerce. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et juste concernant Jean-Noël Barrot et donc le numérique, je voulais simplement préciser quand même que des actions sont faites. Donc on a voté donc il y a quelques jours la loi SREN donc concernant justement le fait de réguler l'espace numérique. Donc c'est vrai que c'est une disposition française et il y a des mesures européennes. Donc c'est pas simple parce que vous l'avez dit, il y a des millions de vidéos, mais en tout cas il ne faut pas hésiter à faire les signalements puisque derrière l'idée c'est aussi que les plateformes prennent leurs responsabilités. Elles y sont de plus en plus contraintes et je pense que nous devons faire de plus en plus de signalements pour que ça puisse fonctionner et qu'on ait plus de moyens pour pouvoir agir parce que effectivement c'est inadmissible. Alors je voudrais qu'on parle, puisqu'on a un avocat avec nous, on a eu ce débat tout à l'heure à propos des propos de Guillaume Meurice que je vous propose de réécouter. C'était évidemment chez nos confrères de France Inter. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi, au-delà du fait que ce soit pas drôle ? Franchement, moi, je n'aime pas la pénalisation permanente de la liberté d'expression. C'est simplement, c'est nul, c'est totalement déplacé, sans humour, c'est lamentable. Et deuxièmement, il y a un problème avec toute cette petite bande de faux humoristes de France Inter, qui sont surprotégés et qui ont un monopole. C'est que Monsieur Meurice ne se rend même pas compte que c'est pas le moment de dire ces choses-là. C'est pas le moment de s'amuser à ce petit jeu. C'est le service public. Enfin, voyons, qu'il respecte son public, qu'il respecte ceux qui payent, c'est-à-dire nous. Non. Mais je pense pas que ça encourt l'application de la discrimination antisémite. Franchement, je ne pense pas. Valérie, vous avez commencé tout à l'heure à parler d'Adamo. On va vous accuser d'avoir pris parti pour Israël, puisque rappelez-vous cette magnifique chanson qui s'appelait Inch'Allah. C'était une chanson de paix d'ailleurs. Un appel à la paix, oui, absolument. Oui, mais c'est 6 millions d'âmes qui ont fait pousser 6 millions d'arbres, etc. Non, je crois qu'il faut... Le débat, c'est le débat. Il faut dire ce qu'on pense de Monsieur Meurice. Je trouverais parfaitement légitime que l'Arcom intervienne auprès de France Inter et que cette petite équipe soit virée. Il y en a marre. Il se croit tout permis, et ça c'est une façon de jeter de l'huile sur le feu, mais ça ne justifie pas une procédure pénale. Alors, il y a eu des réactions un peu molles, me semble-t-il, de Madame Veil, la présidente de Radio France, un peu plus musclée d'Adèle Van Rett, qui a exprimé son malaise, jugeant ce choix des mots particulièrement malvenu. C'est ce qu'elle a dit, que ça ne représentait d'aucune manière le travail de la rédaction de France Inter. Un auditeur
me dit tous les circoncis devraient porter plainte. Non, c'est pas circoncis qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est nazi sur un juif. Oui, parce que les musulmans sont circoncis comme les juifs. Donc le problème, c'est le mot de nazi dans les circonstances et dans l'actualité d'aujourd'hui. Moi personnellement, je pense que la liberté d'expression des humoristes, elle est sacrée. J'y suis très attaché. Évidemment que c'était pas le moment de le faire, mais moi je me rappelle Pierre Desproges entrant sur scène en disant il y a des juifs dans la salle. C'était pour rire, évidemment. Aujourd'hui peut-être qu'on pourrait plus le dire, je le regrette. Moi je suis pour l'humour, la liberté de l'humour. En fait, comme disait je ne sais plus qui, ça dépend qui commet ces actes d'humour, mais la liberté de l'humoriste, pour moi j'y suis très attaché. Alors, après je condamne les propos, mais c'est son droit et je le respecte. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant et vous aurez la parole dans un instant pour réagir sur ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, donc nous parlions de cette polémique autour de l'humoriste, puis-je mettre des guillemets, Guillaume Meurice sur France Inter, qui donc comparait Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Donc évidemment beaucoup de réactions. Gilles-William Goldnadel a annoncé qu'il allait porter plainte, d'où ma question en préambule. Peut-être Fanta, vous en pensez quoi? Liberté d'expression sacrée? La liberté d'expression est un de nos fondements et la France est reconnue pour ça. Par contre, je pense que dans les heures troubles que nous passons, en fait, on en parlait il y a quelques jours, il y a le fait d'être une personnalité, le fait d'être un influenceur, on en avait parlé avec Karim Benzema, et je pense qu'en fait, la langue française est suffisamment riche pour pouvoir, donc du coup, utiliser un vocabulaire qui ne vienne pas rappeler, parce que quelque part, c'est tout à l'ensemble d'un peuple ce qu'il est, en utilisant ce terme. Et moi, j'ai des amis qui ont été profondément choqués, qui se sont indignés sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est le bas de l'iceberg, en fait. C'est tout ce que les gens ont peur, et donc tous ceux qui sont médiatisés, tous ceux qui ont énormément de gens qui les suivent, doivent véritablement, en ces temps troubles, avoir une parole mesurée. Et on ne peut pas. Oui, mais les humoristes et les caricaturistes sont là pour ça. C'est leur job. Des gens sont choqués. Je vous rappelle qu'il y a des dessinateurs qui ont été tués parce que certaines personnes, des islamistes radicaux et terroristes, ont jugé que c'était blessant et offensant. Donc à partir du moment où vous vous sentez offensé, donc voilà, je défends absolument pas Guillaume Meurice, que je ne trouve ni drôle ni. Eh bien, ce n'était pas drôle et c'était abject. Mais je suis partagée, voilà, parce que je pense qu'il y a des moments où effectivement on peut dire les choses et d'autres où c'est peut-être plus compliqué. Faire gaffe. Je suis une forme de synthèse des gens qui sont autour de ce. C'est pour ça que j'ai terminé avec vous. Moi, je défends la liberté d'expression, mais absolument, et pas seulement, encore une fois, quand ça m'arrange et pas quand ça me dérange. Après, on a des lois en France, donc si on sort du cadre de la loi, eh bien, on peut être condamné. Si la loi n'est plus adaptée, elle peut être modifiée. C'est le principe d'une démocratie, mais c'est la liberté d'expression avant tout. On a cité Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ou pas avec n'importe qui. Il y a deux versions. Je suis d'accord. Donc maintenant, c'est pas n'importe quand. Régis évoquait ce n'est peut-être pas le moment, donc peut-être qu'il aurait dû aussi dire qu'on peut rire de tout, mais pas tout le temps. En tout cas, voilà, c'est à chacun de savoir apprécier quand on a la chance ou l'honneur, comme nous, d'avoir une parole publique. Et comme le disait Fanta, on a une responsabilité. Ça me paraît essentiel. Et moi, je n'aimerais pas qu'on vive comme c'est le cas maintenant aux États-Unis, où il y a un nouveau métier qui développe pas encore en France, mais qui est sensitivity reader. C'est-à-dire, c'est le lecteur de sensibilité, le démineur éditorial. C'est le relecteur, le nettoyeur de tout ce qui peut... Le censeur en chef. Ouais, le censeur en chef. Tous les contenus qui pourraient heurter une communauté, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les latinos. L'arbitre, c'est la loi. Non, mais voilà. Non, Régis, c'est... Oui, absolument. La liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, elle est pas jeune, c'est liberté d'expression est absolue, sauf si un intérêt supérieur le demande, sauf si la loi le limite et encadre, encadre l'expression. Donc ça c'est la première condition, il faut qu'il y ait une loi, et ensuite c'est un contrôle a posteriori par le juge.
Hein. Donc c'est ça. Hein. Donc effectivement, moins il y a de limites, mieux c'est. Je veux dire, moins il y a d'encadrement. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie la synthèse, parce que pas avec n'importe qui, c'est exact. Pas n'importe quand, ça c'est aussi ma position. Hein. Je suis personnellement extraordinairement critique sur Monsieur Netanyahou, mais je trouve ça une façon de jeter de l'huile sur le feu dans le service public. On n'est pas sur une estrade de théâtre, là. On est dans le service public. Et il faudrait avoir l'esprit de responsabilité. Bon, bah écoutez, on verra si la plainte aboutit ou pas. En tout cas, elle sera déposée. C'est ce qu'a annoncé votre confrère Gilles William Golnadel. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui se passe aussi en France. Donc cette femme hier qui a été neutralisée alors qu'elle avait proféré des menaces, qu'elle faisait l'apologie du RER, qu'elle faisait l'apologie du terrorisme. Visiblement, elle souffre de troubles psychiatriques. Ça pose la question de la psychiatrie, ça pose la question de cette personne qui avait déjà été interpellée une première fois. Je ne sais pas qui veut, Fanta, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là et comment on intervient. C'est encore aussi une question de moyens, une question on n'a pas de place en hôpital psychiatrique, il n'y a pas de suivi. Alors, déjà, c'est un peu facile aussi parfois de tout remettre sur les troubles psychiatriques, mais là ça a l'air d'être le cas. Oui, voilà, on a tous les mêmes informations. Moi, je commencerai déjà par remercier nos forces de l'ordre parce qu'en fait, on ne sait jamais comment tout ça aurait pu se terminer. On alerte maximum Vigipirate, on a 7000 hommes complémentaires et on doit jouer aussi de ces fausses alertes. On en a parlé il y a quelques semaines. Donc en fait, le rôle des forces de l'ordre, c'est d'intervenir suite à un signalement. Donc c'est ce qui a été fait. Donc il y avait des menaces. Les gens ont téléphoné pour dire qu'en fait elle était menaçante. Donc effectivement ça s'est mal terminé. Moi simplement ce qui m'inquiète le plus, c'est encore une fois la question des réseaux sociaux et le traitement qui en est fait. C'est-à-dire que tout le monde souhaite donner son avis sur cette affaire. La police n'aurait pas dû intervenir, sauf que si il y avait eu quelque chose d'important hier, on aurait dit Gérald Darmanin ne fait pas son boulot et démission. Donc en fait on est encore toujours sur une ligne qui est très fragile. Donc moi je pense qu'il faut laisser la police faire son travail. Malheureusement effectivement il y a cette question de psychiatrie. Moi j'attends encore quelques heures et quelques jours pour voir un petit peu comment ça va se faire. On va pas pouvoir mettre effectivement tous ceux qui sont supposés aller en psychiatrie parce que dans des hôpitaux. Les cas graves sont recensés et on trouve des solutions. Maintenant moi je suis plutôt contente qu'il y ait eu une intervention dans les temps et dans les airs, que cette femme a été prise en charge. Alors malheureusement effectivement elle est blessée parce que ce que je crains aujourd'hui quand ma fille sort ou quand nous avons des événements, c'est que quelqu'un crie au nom de Dieu et simplement tue des Français. Donc ça c'est l'inadmissible et l'inacceptable. Frédéric? Je préfère avoir une personne blessée parce qu'elle était extrêmement menaçante plutôt que des morts parce qu'on n'aurait pas agi. Non, moi je veux dire sur les réseaux, l'approbation de l'intervention policière, elle est plus que massive. Hein. Oui, mais il y a quand même. Il y a quelques imbéciles qui la critiquent, mais massivement les gens approuvent. Oui, Michel, oui. Non, moi je voudrais dire que malheureusement, quand on prend tous les nombreux cas d'attentats terroristes ou de tentatives d'attentats terroristes qui ont été déjoués, malheureusement, souvent, vous avez des personnes qui sont islamistes et qui ont des troubles psychiatriques plus ou moins importants. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent. Il y a eu plusieurs cas qui se sont répétés et on peut combiner les deux. C'est-à-dire on peut avoir des troubles psychiatriques tout en restant relativement maître de soi-même et par ailleurs avoir des convictions islamistes qui poussent à commettre des actes ou des tentatives d'actes condamnables. Donc il faut pas non plus toujours utiliser l'excuse psychiatrique pour exonérer de leur responsabilité des personnes qui ont des convictions islamistes avérées. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.